Chapitre 12. Les ventres affamés. Notre affiche eut un succès qui dépassa nos espérances, et de nombreux enfants ne tardèrent pas à arriver de tous côtés sur le marché aux chèvres. Ils apportaient tous des verres ou des pots pour recevoir le lait promis. Leur agitation de la veille avait complètement disparu. Une nuit dans une maison déserte, sans lumière, leur avait rabattu le caquet, et le terrible orage de la veille au soir y était peut-être aussi pour quelque chose. Maintenant, ce n'étaient plus que des ventres affamés, tremblants de peur à l'idée que leurs parents ne reviendraient peut-être jamais. Notre appel avait fait sur eux Notre appel avait fait sur eux tous une très forte impression. L'animation était intense devant la laiterie Muller. Quelques pirates étaient même venus, mais il s'agissait presque uniquement de filles. La plupart des pirates garçons étaient absents, sans doute étaient-ils déjà chez Oscar pour lui rapporter les dernières nouvelles et préparer une riposte. Nous avions retiré les bidons de la chambre froide pour les placer devant la porte de la laiterie. Armés d'une mesure, Marianne distribuait les rations. Fred et Robert faisaient mettre les enfants en rang. Un peu plus loin, devant la boulangerie Bollner, Thomas, Henri et moi, nous distribuions des tranches de pain rassis ou des biscottes. Max et ses deux frères veillaient à ce que nul ne passât 2 fois devant nous. Quand tous les enfants furent servis, nous reçûmes aussi notre part, mais Thomas ne toléra pas qu'elle fût plus importante que celle des autres. Le gros Paul, qui était allé chercher un bidon de 2 litres, en fut pour ses frais et dut se contenter de la ration commune. Après avoir mangé, les garçons et les filles se groupèrent autour de nous en nous demandant quels étaient nos projets. « Promettez-moi d'abord de ne plus faire de bêtises », leur dit Thomas. Ils en firent le serment. Tous étaient maintenant calmes et regrettaient amèrement ce qu'ils avaient fait. Aussi nous étaient-ils reconnaissants d'essayer de les tirer de là. « Où est Oscar ?» demandai-je. « Oh, avec ces pirates ? Ils ont arraché quelques affiches, » me répondit une petite fille. « Puis ils sont allés se baigner à la rivière. »« Oh, ça risque de leur ouvrir l'appétit, » fit remarquer le gros Paul avec inquiétude. « Ah » fit Rosette. « Il y a des centaines de saucisses dans la boutique du père d'Oscar. Ils ont encore de quoi manger. »« Que ces saucisses les étouffent » lança rageusement Paul. Là-dessus, Thomas demanda aux enfants s'ils possédaient encore des vivres chez eux. Hélas, la plupart des garde-manger étaient vides. Il nous faudrait pourtant quelque chose de chaud dans le ventre, gémit Rudolphe Diepenthal, qui était presque aussi vorace que le gros Paul. Très juste, approuva ce dernier. Ne vous désespérez pas, leur dit Thomas. Il y a encore suffisamment de provisions en ville, mais qui sait faire la cuisine? Moi, crièrent plusieurs filles. Mais il n'y a plus de gaz, constata ironiquement Charlotte Dron. L'avenir s'assombrit subitement. En effet, nous ne pouvions pas vivre de pain sec et de lait. J'ai une idée, dit enfin Marianne. Nous irons manger au Lion d'Or. Il y a assez de tables et de chaises pour tout le monde. D'autre part, le garde-manger est encore bien rempli. Et j'ai vu un énorme fourneau dans la cuisine. Pas une mauvaise idée, répliqua Thomas, en souriant. Mais il s'agit malheureusement d'une cuisinière électrique, et nous n'avons pas de courant. Nous ne pouvons pas non plus faire la cuisine comme hier soir, dans le chaudron, car nous sommes maintenant bien trop nombreux. De nouveau, les enfants furent déçus. Ils s'étaient déjà réjouis d'aller déjeuner au Lion d'Or. Beaucoup d'entre eux n'avaient encore jamais mis les pieds dans un restaurant. Quant aux autres, ils n'y avaient pénétré que lors de rares occasions pour un anniversaire, un mariage ou un baptême. Pendant qu'ils discutaient, j'avais rapidement pris en secret une audacieuse résolution. Il était certes impossible de remettre en marche l'usine à gaz, mais j'avais trouvé autre chose. « Écoutez-moi » criai-je soudain. Tous les yeux se tournèrent vers moi. « Puisque nous avons besoin de courant, nous allons en produire nous-mêmes, » dis-je tranquillement, comme s'il s'agissait de la chose la plus simple au monde. Il y eut quelques remous dans la foule. Quelqu'un cria même « Au fou !»« Et comment comptes-tu faire, gros malin ?» me demanda le fils du marchand de cycles. Ces réactions blessantes ne me troublèrent nullement. « Notre usine électrique, commençai-je, fonctionne à la houille blanche. »« La houille blanche, ça n'existe pas !» lança un gamin. « On appelle ainsi la force motrice produite par une chute d'eau, » expliquai-je patiemment à mon interlocuteur. « Notre usine ne possède pas de machine à vapeur, mais une turbine qui est actionnée par la rivière. Cette turbine est accouplée à une génératrice qui produit le courant. Donc, si nous mettons en marche la turbine, nous aurons du courant, c'est tout simple. » Ma déclaration fut accueillie par un grand silence. « Tout simple, oui, mais sais-tu comment la mettre en marche ?» me demanda enfin Charles Benz. « Bah, c'est un jeu d'enfant, » répliquai-je sur un ton indulgent de mépris. « J'ai déjà lu ça 100 fois dans mes bouquins techniques. Il me suffira de jeter un coup d'œil aux machines et j'aurai vite compris le truc. Après tout, il ne s'agit que d'abaisser 2 ou 3 manettes. »« Et nous aurons de la lumière ce soir ?» questionna une voix. « Bien sûr,
Thomas me frappa sur l'épaule. « Oh mon vieux, dit-il, si tu arrives à faire marcher tes génératrices, tes turbines et tout le tremblement, je te promets que nous t'élèverons un monument. » D'un seul coup, j'étais devenu le héros du jour. Les enfants se pressaient autour de moi et contemplaient bouche bée celui qui se faisait fort de leur rendre la lumière. Tous demandaient à venir avec moi à l'usine électrique, mais j'annonçais mon intention de n'emmener que quelques-uns, choisis parmi les plus sérieux. Soudain, Marianne se mit à rire et regarda moqueusement Thomas. « Et où comptez-vous trouver l'eau pour faire la cuisine ?» demanda-t-elle. « Tiens, grommela Thomas, j'avais complètement oublié ça. » De nouveau, ce fut moi qui rassurai les esprits. « Oh, ne vous inquiétez pas, dis-je. Quand l'usine électrique fonctionnera, je pourrai remettre en marche la station de pompage. Il suffit d'abaisser un levier pour envoyer l'eau dans les canalisations. » On me fit une ovation. Mais je dois avouer que je me sentais plutôt angoissé par ma propre audace. Certes, je possédais quelques connaissances techniques acquises au hasard de mes lectures. Restait à savoir si je saurais les mettre en pratique. Je connaissais bien le contremaître Giez du service des eaux qui m'avait souvent montré les machines et expliqué leur fonctionnement. Malheureusement, je ne m'en souvenais guère. Je me réconfortais en me disant que tout le monde appartenait aux audacieux. Le contremaître m'avait d'ailleurs dit une fois « Ces machines modernes, mon petit, eh bien, même un enfant serait capable de les faire marcher. » J'espérais qu'il n'avait pas exagéré. Thomas me tira de mes songeries en me demandant comment je comptais pénétrer dans l'usine électrique. « Ah, c'est le point délicat, » répondis-je. « Si nous ne découvrons pas les clés, rien à faire. » « Et pourtant, les parents n'ont pas dû emporter toutes les clés, » objecta Robert. « Oh, certainement pas. Ils ont bien dû les cacher. »« Je sais, » intervint soudain Frédéric, le fils du secrétaire de mairie. « Papa m'a dit un jour qu'à l'hôtel de ville, on conservait le double toutes les clés des services publics. »« Bravo !» m'écriai-je. « Ça, c'est de la chance. »